Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, je suis Julie Petignat, je vais animer cette session de la James Pot Academy de ce matin qui est consacrée à l'administration. Donc, la formation est intitulée Admin 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur cette session, on va s'occuper principalement de tout ce qui est fonctionnement de l'administration au quotidien. On a une deuxième session qui doit être à 11h30 et qui va s'intéresser à tout ce qui est paramétrage, on va dire, au démarrage de la plateforme, au démarrage du projet. Alors, comme je ne vous connais pas, n'hésitez pas, vous avez un chat à droite. Vous pouvez envoyer des messages et n'hésitez pas à me dire si vous êtes dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous lancez votre projet? Est-ce que vous rejoignez un projet existant? Ou est-ce que c'est encore une autre situation? Ça fait longtemps que vous êtes chez Jamspot et vous avez besoin de vous remettre à jour. Voilà. Alors, voilà, n'hésitez pas. Je vais envoyer un petit message dans le chat. J'écris bonjour. Voilà. Je vais réécrire ce que je viens de vous dire comme ça. Donc, votre situation. Nouvel administrateur. Projet existant. Nouveau projet. Ou voilà, ou mise à niveau, remise à niveau. Voilà, donc voilà, vous pouvez écrire dans le chat, c'est ce qui est le plus simple. Après, quand je vais commencer à partager mon écran, je ne verrai pas le chat et je crois qu'il n'y a pas de petit bruit, donc voilà, n'hésitez pas aussi à prendre la parole, je crois que vous pouvez monter sur scène. Alors, bonjour Sandra, chez Jamspot depuis longtemps, d'accord. Ok, donc vous n'avez pas été formé en direct par Jamspot, donc ce sera utile de refaire un petit tour de l'admin, ok, super. J'ai vu qu'il y avait des gens de Tolson, donc Mariana, et puis quelqu'un qui s'est déconnecté, Kautar. Donc Mariana, je ne sais pas si on s'est déjà parlé, donc n'hésitez pas aussi à me préciser les choses. Émilie d'Ositem, est-ce que Émilie, vous êtes nouvelle sur le projet? Et Nolwenn, que je connais parce qu'on est en train de lancer le projet ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à préciser les choses. Moi, ça me donne aussi un peu des indications. Posez des questions pendant la formation. Alors, encore une fois, je partage mon écran, donc je ne vois pas le chat. Donc, logiquement, vous devriez avoir le droit de demander à monter sur scène. Bon, je regarderai de temps en temps, je reviendrai sur le chat. On va démarrer. Je vais partager mon écran. Dites-moi si vous rencontrez un problème. Et on va faire comme ça. Voilà, donc là, je partage mon écran. Donc, logiquement, vous voyez l'administration. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah oui, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous m'envoyez des petits emojis. Ça, peut-être qu'il y a du son. Logiquement, si vous envoyez des emojis, là, ça va popper sur l'écran. Voilà, vous voyez. Voilà, donc peut-être que ce sera un peu plus visible pour moi. Voilà. Bon, preneuse d'interaction. Donc, on va démarrer donc, cette session. Encore une fois, je vous redonne les objectifs de la formation administrateur numéro 1. C'est de regarder l'administration dans toutes les actions que vous faites en continu au quotidien, notamment les actions de gestion. Donc là, on est sur le module administration. Donc, vous y accédez. Il y a votre photo de profil en haut à droite. Donc, on appelle ça le menu utilisateur. Et vous allez sur administration. Et là, vous arrivez sur 8 grands blocs qui sont autant de thèmes qui peuvent vous servir ou pas au quotidien. Je rappelle qu'il y a une deuxième formation tout à l'heure avec justement toutes les actions de paramétrage initial. OK pour tout le monde? Et allez, c'est parti. N'hésitez pas, encore une fois, je vous remontre le chat ici. Voilà, mettez, comme je vous l'ai demandé, qui vous êtes, votre situation, nouvelle plateforme, pas nouvelle plateforme, et vos questions. C'est parti. Alors,
Première chose, on ne va pas les prendre dans l'ordre de gauche à droite. On va commencer par la partie utilisateur, c'est la plus importante. Dans les actions du quotidien de l'administrateur de plateforme, c'est la gestion des utilisateurs. Alors, ici, donc, on est sur la liste des utilisateurs. Donc, j'en ai 26. Donc là, je peux aller voir le total. Vous voyez, j'ai 9 administrateurs, 8 utilisateurs, 3 restreints et 6 inactifs. Donc, pour rappel, les administrateurs sont administrateurs de toute la plateforme. Ils voient l'ensemble des contenus et ils peuvent tout paramétrer et potentiellement presque tout supprimer. Donc, c'est quand même une responsabilité. On ne donne pas le rôle d'administrateur à beaucoup de personnes sur la plateforme. Là, c'est une plateforme de démo, j'ai besoin d'avoir pas mal d'administrateurs. Ensuite, on a les utilisateurs. Les utilisateurs, par défaut, peuvent créer des groupes. Ce sont eux qui sont le moteur de la plateforme. Parce qu'une fois qu'on a créé un groupe, on peut l'animer et on peut donc animer de manière transversale les plateformes grâce aux utilisateurs. Les utilisateurs voient donc les groupes modérés dont ils ne font pas encore partie et les groupes publics, bien sûr, hein, même ceux dont ils ne font pas partie. Par contre, ils ne voient pas les groupes privés dont ils ne font pas partie, alors que les administrateurs peuvent y accéder via les groupes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Les utilisateurs restreints, eux, ne voient pas les groupes dont ils ne font pas partie, qu'ils soient modérés, publics, privés, peu importe, tout est privé pour eux. Ils ne voient que les groupes dont ils font partie et ils ne voient pas non plus l'ensemble des contacts. Dans l'annuaire des contacts, ils ne voient que leurs contacts. Ils ne voient pas l'ensemble des contacts, contrairement aux utilisateurs. Puis les inactifs, alors par défaut, on ne les voit pas sur la liste, sinon ce serait assez embêtant. Donc les inactifs, eux, on a désactivé leur compte plutôt que de le supprimer, parce que quand on supprime un compte, ça supprime également les contenus que l'utilisateur a pu créer. Donc contenu qu'il a créé, par là on entend les groupes, les contenus type articles, etc. et les commentaires. Donc on évite de supprimer un utilisateur, on va plutôt le désactiver, ça veut dire qu'il ne peut plus se connecter, il n'apparaît plus dans la recherche et si malgré tout on le voit parce qu'on va sur un contenu qu'il a créé, on a la mention inactif sur son profil. Donc désactiver un utilisateur aussi, ça supprime sa photo de profil. Par contre, ça ne supprime pas l'ensemble des informations. Donc quand vous désactivez vos utilisateurs, il faut avoir une politique claire de suppression des données. C'est vous qui décidez si vous laissez une mention du nom ou pas, notamment. Voilà pour le petit tour des utilisateurs. Donc, vous voyez, nous avons des couleurs qui sont associées à chaque type d'utilisateur et c'est bien pratique. Donc, rouge les restreints, bleu les administrateurs, vert les utilisateurs. Donc, vous pouvez voir que quand je clique sur un utilisateur, j'ai un panel qui montre à droite l'ensemble des informations de son profil. Là, il y en a pas mal. Donc ici, on va pouvoir effectuer des actions de manière ciblée, c'est-à-dire que je peux changer le prénom, je peux désactiver l'utilisateur ici. Je vois aussi sa date de dernière connexion et puis s'il reçoit des emails. Ça, c'est important parce que on peut, vous savez, on peut dire qu'on ne veut pas recevoir de notification. Donc là, on va savoir qui ne reçoit pas ces mails. Donc la petite enveloppe est rouge. Par contre, on ne peut pas réactiver les mails. Ça, c'est une décision individuelle. D'ailleurs, c'est pour ça que le produit Jamspot est compatible aussi RGPD, c'est qu'il donne la possibilité à l'utilisateur de choisir ce qu'il reçoit ou pas. Donc, on peut modifier les informations de manière individuelle. Donc, on va cliquer encore une fois sur la ligne pour voir tout ça. Vous voyez, par exemple, Mathieu Louis ne reçoit pas de mail. Ensuite, on a une autre manière d'agir sur cette liste d'utilisateurs, surtout quand on en a beaucoup, c'est en les sélectionnant. Donc, on peut faire des actions, ce qu'on appelle des actions groupées, c'est-à-dire que sur toute ma liste d'utilisateurs, je vais pouvoir changer le statut, ajouter des groupes. Par exemple, je vais ajouter toute la plateforme à un groupe, je peux le faire comme ça. Ajouter des profils d'inscription au groupe aussi. Donc là, c'est la possibilité d'inscrire non pas à un groupe, mais à plusieurs groupes à la fois. Alors, modifier le profil, on va pouvoir modifier les informations de profil en masse. Renvoyer le mail d'inscription, donc le mail de création de mot de passe. Renvoyer le mail de réinitialisation du mot de passe, c'est pas tout à fait le même. Vous savez, on a le mail d'inscription, on en a même plusieurs. On peut en choisir, vous voyez.
Ça, on le paramètre. Donc ça, vous le verrez tout à l'heure si vous faites la prochaine formation. Et puis, le courriel de mot de passe, c'est quelque chose de générique. C'est le même que celui qu'on reçoit quand on demande à réinitialiser son mot de passe. Si on a un problème, on peut supprimer les cookies et les sessions. Ça, c'est un peu technique. On peut exporter tous les utilisateurs. On peut les anonymiser. Alors, l'option qui permet d'anonymiser, c'est justement quand on est dans des situations RGPD. En fait, on va, en gros, on ne peut pas conserver des données plus de 3 ans si elles sont inactives, si l'utilisateur n'est pas actif. Donc, mettons que vous ayez désactivé vos utilisateurs, un certain nombre d'utilisateurs, de temps en temps, vous pouvez aller anonymiser les données si vous êtes sûr de ne pas réactiver le compte. Parce que l'intérêt, je ne l'ai pas dit, de désactiver un compte, c'est qu'on peut le réactiver. Donc voilà, là, j'ai désactivé le compte. Donc là, j'ai tous mes comptes désactivés qui apparaissent. Et puis, je peux le réactiver si mon utilisateur revient. C'est très pratique, notamment quand on a des prestataires qui viennent sur les plateformes. Quand on est plutôt en plateforme type interne, on va pouvoir réactiver des utilisateurs et désactiver comme on le souhaite. Donc, voilà pour le principe, le fonctionnement global. On est souvent amené à gérer des choses pour les utilisateurs. Alors, de manière individuelle, maintenant, on va pouvoir... Ah, j'ai entendu un petit bruit. Voilà. Ah, Kautar. Une action de masse pour voir les contacts ayant téléchargé des fichiers. Non, parce que on pourra en parler des téléchargements de fichiers, notamment dans les indicateurs. En fait, déjà, il y a beaucoup de fichiers sur la plateforme. Donc, savoir qui a téléchargé des fichiers, quasiment tout le monde le fait. Parce qu'à partir du moment où on prévisualise quelque chose, un fichier, on considère qu'il est téléchargé. Vous voyez ? Plus le fait de le prévisualiser sur la plateforme, ça compte aussi. Mais là, on est plus dans les indicateurs. On regardera ça tout à l'heure. Du coup, je vais me dépêcher parce que s'il faut qu'on aille jusqu'aux indicateurs, il faut que j'accélère. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc dans les actions du quotidien, c'est ajouter aussi un utilisateur à un groupe. Là, par exemple, j'ai un utilisateur qui n'a aucun groupe. Donc forcément, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc là, je peux, avec l'autocomplétion, aller chercher mon groupe. Je définis le rôle de mon utilisateur dans le groupe, on va dire rédacteur, j'enregistre. Et c'est bon. Et à l'inverse, si je souhaite désabonner un utilisateur, je le passe en non-membre, j'enregistre, et il n'y a plus de groupe. Communauté, je passe. Contact, on voit avec qui l'utilisateur est en contact. C'est notamment important, comme je vous le disais, quand on a des utilisateurs restreints, parce qu'ils ne voient que les gens avec qui ils sont en contact, les utilisateurs avec qui ils sont en contact, et éventuellement ceux avec qui ils partagent un groupe. Donc du coup, si vous souhaitez gérer ça, vous pouvez aussi ajouter un contact à votre utilisateur, par exemple, pour qu'il le voit dans sa liste de contacts. Et puis, autre action assez courante, c'est de changer le mot de passe de l'utilisateur. Ça, c'est plutôt pour les lancements de plateforme, quand on n'a pas de connexion automatique. Les utilisateurs, ils ont toujours des problèmes de mot de passe. Ils pensent qu'ils l'ont créé, en fait, ils ne l'ont pas créé. Ils pensent qu'ils l'ont bien tapé, ils ne l'ont pas bien tapé, etc., etc. Donc, pour éviter que ça prenne trop de temps, parfois, ça vaut la peine de faire les choses à la place de l'utilisateur, donc de créer un mot de passe ultra simple, ABC, 1, 2, 3, etc. Comme ça, on prouve aussi à l'utilisateur que le mot de passe fonctionne. Quand on est en admin, on n'a pas d'obligation de caractères spéciaux, nombre de caractères, etc. Donc, on est assez libre. Mais par contre, il faut bien vérifier avec l'utilisateur qu'il se connecte et qu'ensuite, il va aller changer son mot de passe dans son profil, pour des raisons évidentes de sécurité. D'ailleurs, pour cette question de mot de passe, je fais un petit crochet par les erreurs de connexion, donc ici. Et là, vous voyez quels sont les problèmes de connexion qu'ont rencontrés les utilisateurs. Parce que si vous dites que c'est un problème de mot de passe et qu'en fait, ils ont fait une erreur de mail, en fait, là, tout simplement, vous voyez, ça, ce sont des utilisateurs qui n'existent pas sur ma plateforme. Je fais mes formations sur cette plateforme. J'ai quelques utilisateurs qui pensent qu'ils vont pouvoir se connecter.
Donc, ça peut être une erreur de mail, ça peut être une erreur de syntaxe. Hein. Enfin, c'est forcément soit une erreur de syntaxe, soit il n'existe pas. Soit une erreur de mot de passe. Ça peut arriver également très souvent. Surtout sur mobile. Sur mobile, hein, on sait qu'on on est moins agile que sur clavier, donc ça apparaît également ici. Alors, dernière chose que je vais vous montrer, et ce qui est bien, c'est que vous voyez, c'est le même principe pour les groupes et pour les contenus, donc on ira plus vite aussi sur ces applications-là, c'est la recherche avancée. La recherche avancée, on va aller sur la petite molette, et on va pouvoir filtrer ces utilisateurs. Et c'est comme ça, ça sert à ça surtout d'avoir des actions de masse. Donc Auteur me demandait si on pouvait filtrer ceux qui avaient téléchargé des fichiers, donc là on ne le voit pas. Par contre, on voit notamment ceux qui ne reçoivent plus de mails. Voilà, on fait ça, hop, et on voit qu'il y en a 2 qui ne reçoivent plus de mails, et donc on peut les sélectionner et choisir une action. Alors forcément, on ne va pas pouvoir leur envoyer de courriel, mais on peut éventuellement exporter, voilà, et faire des actions peut-être par un mail direct. Quand on a, en fait, c'est quand on a des utilisateurs qui se sont connectés une seule fois et qui ne reçoivent pas de mail, forcément, on a des moyens d'action limités pour les attirer de nouveau sur la plateforme. Alors, je vais vous montrer d'autres filtres qui sont très intéressants. Donc, on a la photo de profil. Hein. Souvent, on doit faire des actions pour inciter ses utilisateurs à ajouter la photo de profil. On peut regarder tous ceux qui sont actifs, inactifs, etc., ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, on va voir surtout la date de dernière connexion. Donc, on va voir ceux qui ne se sont jamais connectés. Je ne suis pas sûre d'en avoir sur cette plateforme parce que ce n'est pas une vraie plateforme. Ah si, j'en ai un. Voilà, donc là aussi, action sur ceux qui ne se sont jamais connectés. On est vraiment dans le community management, vraiment du quotidien là. Et puis, sur personnaliser, c'est intéressant aussi. On peut voir, par contre, ceux qui se sont connectés depuis un mois, par exemple. Donc là, on est le 19 novembre, je vais aller sur le 19 octobre. Date de fin, donc on va mettre aujourd'hui. Et on va voir tous ceux qui se sont connectés depuis un mois. Voilà, ben, il n'y en a qu'un. À part moi, il n'y en a qu'un. Voilà, donc ça, ce sont mes utilisateurs actifs. Et du coup, si on veut voir ceux qui se sont connectés avant, ce qu'on va faire la soustraction, donc on va prendre la date de début de plateforme, et puis on va mettre en date de fin le 18 ou 19 octobre. Voilà. On peut également, ça c'est pas forcément quelque chose qu'on met sur toutes les plateformes, mais quand vous avez des listes de mots-clés sur vos profils, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir les filtrer aussi. Alors là, c'est un réglage, donc on ne va pas en parler aujourd'hui, mais vous pourrez poser la question tout à l'heure en formation. On peut ajouter des listes de mots-clés. Directement ici, c'est un petit paramétrage qui n'est pas trop compliqué. J'avais fait une vidéo à l'époque, donc vous pouvez la retrouver sur les tutoriels Jamspot. Je pourrais vous la partager également si ça vous intéresse. Donc voilà, donc du coup, vraiment, tout ce qui permet de filtrer les utilisateurs et d'effectuer des actions de community management précises, c'est vraiment le cœur de la machine. Et il faut vraiment les utiliser parce que c'est vraiment très très pratique. Alors juste ici, vous avez les paramétrages et champs du profil. Donc ça, je vous laisserai voir ça tout à l'heure si vous participez à l'autre formation. Et les réglages aussi des profils d'abonnement au groupe, même chose. Vous pourrez en parler tout à l'heure. On va passer sur les deux autres applications qui fonctionnent de la même manière, donc les groupes et les contenus. Vraiment, les utilisateurs, on pourrait presque y aller tous les jours, les groupes et les contenus, un peu moins, mais c'est quand même très pratique. Parce qu'en fait, là, vous voyez en tant qu'administrateur tout ce que vous ne voyez pas en tant qu'utilisateur. Parce qu'on ne vous montre pas sur votre flux d'activité, sur votre liste des groupes, vous ne voyez pas tous les groupes privés qui existent, et bien sûr, vous ne voyez pas l'ensemble des publications qui se passe sur la plateforme, sinon ce serait impossible à gérer pour vous en tant qu'utilisateur. Donc, vous pouvez aller voir ça dans l'administration. Donc là, j'ai la liste des groupes, ça fonctionne de la même manière. J'ai perdu mon donut.
On a des couleurs pour montrer les différents types de groupes. Donc, les différents types de groupes, donc en bleu, les groupes modérés, en vert, les groupes publics. Vous voyez ici à droite, vous avez la légende, les groupes privés en rouge et des groupes archivés en gris. Donc, pour rappel, donc privé, groupe secret, groupe public, donc visible de tous les utilisateurs, pas les utilisateurs restreints, et groupe modéré, des groupes qui sont visibles de tous, mais simplement pour voir le contenu du groupe. Donc on voit qu'il existe. Par contre, pour rentrer dans le groupe, il faut faire une demande. Ça s'appelle aussi groupe privé. Si vous, par exemple sur Facebook, le modéré c'est privé et le privé c'est secret. Voilà, mais bon, c'est juste une appellation. Après, ça fonctionne de manière très très classique et c'est pas mal parce que du coup vos utilisateurs s'y retrouvent facilement. Les groupes archivés, à quoi ça sert? Ça sert en fait pour les groupes projets par exemple qui sont passés de date, hein, donc on n'utilise plus, mais dont on ne veut pas supprimer les contenus. Donc on va les archiver et on aura un onglet ici, mes groupes désactivés, vous voyez, dans l'annuaire. Du coup, on ne peut plus s'inscrire, on ne peut plus publier dans le groupe, mais par contre, ceux qui en faisaient partie peuvent toujours avoir accès, au contenu du groupe et aux échanges. Vraiment, l'idée, c'est de capitaliser sur ce qui s'est passé avant. Alors, sinon, pour le reste, ça fonctionne de la même manière. Donc, mon groupe projet, je vois les informations là, je peux les modifier comme je peux le faire pour les utilisateurs. Je peux désactiver mon groupe en décochant la case. Et puis, donc ici, je vais pouvoir, sur tout ce qui est très utile, c'est que je vais pouvoir aller gérer les membres. Vous voyez, donc là, j'ai un seul membre, mais je peux ajouter au groupe soit un utilisateur, donc on va prendre une utilisatrice au hasard, je change le niveau, hop, ok, et j'ai 2 utilisateurs dans mon groupe, ou alors sinon, ce que je peux faire aussi, c'est aller chercher les membres d'un groupe et les ajouter en masse. Donc là, ça y est, j'ai du monde sur ma plateforme. Vous voyez, là, j'en ai 15. Quand j'ai plus de 15 utilisateurs, je peux faire une recherche. C'est quand même pratique. Et je peux télécharger, alors ce n'est pas le fichier CSV des réponses, il y a une petite erreur de ressources, en fait, de texte qu'on a mis, c'est télécharger l'ensemble des membres du groupe. Vous l'aurez deviné. Alors, autre chose, si on retourne sur les informations, si on clique sur les stats, on peut voir combien de membres, combien d'articles et combien de visites sur le groupe. On ne l'affiche pas directement pour des questions de performance, en fait. Et puis, on n'en a pas besoin tout le temps. Et puis, on a un menu burger, hein, comme sur la partie utilisateur, qui permet de supprimer le groupe. Donc, je ne vous l'ai pas montré sur les utilisateurs. On essaie de rendre l'action de suppression la plus difficile possible, hein, vous comprendrez pourquoi, pour éviter les erreurs. Donc, pour confirmer la suppression d'un groupe, on doit passer à oui. Le fait juste qu'on est conscient qu'on supprime en fait un ensemble de liens entre des membres et des contenus. On ne supprime pas vraiment les contenus quand on supprime un groupe. C'est la même chose pour les... Enfin, non, c'est un peu différent pour les utilisateurs. Pour les utilisateurs, on nous demande de vérifier qu'on sait que l'utilisateur a créé 5 contenus, 5 articles, 3 commentaires, etc. Si vous ne passez pas ça à oui, impossible de supprimer. Ce n'est pas optionnel en fait. Voilà, mais encore une fois, les groupes, on les supprime dans des cas particuliers. On supprime plus souvent des groupes que des utilisateurs, mais on fait quand même attention, parce qu'en fait, si on supprime un groupe par erreur, on ne va pas supprimer les contenus qui sont créés. Par contre, on va supprimer tous les liens, notamment l'audience qu'on a pu avoir. C'est-à-dire qu'on va avoir des articles qui ne sont plus rattachés au groupe, mais qui sont juste rattachés à leur auteur, et des commentaires qui ont été faits par des gens qui n'ont plus accès à la publication. Donc, ça complique un peu la gouvernance. Donc, c'est pour ça qu'on désactive ou alors qu'on change éventuellement l'audience d'un contenu si on veut vraiment supprimer un groupe. Ensuite, alors, on peut faire des recherches filtrées, comme pour les utilisateurs, sur la confidentialité, donc privé, public, modéré. Sur la catégorie, on peut ajouter des catégories au groupe, ce sont des manières de les regrouper. On peut chercher afficher uniquement les groupes de travail, les groupes de gestion de demande,
Et puis, bien sûr, il y a le archiver ou pas. On peut filtrer par fondateur aussi, tous les groupes qui ont été créés par tel ou tel utilisateur. Et puis, on peut chercher, bien sûr, par le nom du groupe. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir des actions groupées, alors qui sont beaucoup plus limitées que pour un utilisateur. Je sélectionne mon groupe. En gros, on peut archiver, désarchiver, changer la confidentialité des groupes, les exporter ou ajouter des membres. Si vous voulez ajouter un membre dans plusieurs groupes à la fois, on peut aussi cocher 3 groupes et ajouter mon utilisateur dans ces 3 groupes directement en une fois. Voilà, de toute façon, toutes ces opérations de masse sont faites pour vous faire gagner du temps. Donc, vous allez utiliser la manière qui est la plus rapide pour vous. Soit vous le faites de manière unitaire parce qu'il y a un seul groupe, soit vous utilisez les profils d'abonnement parce que vous allez réutiliser la fonctionnalité, enfin réutiliser le groupe, enfin l'ensemble des groupes, vous allez réabonner des gens souvent à cet ensemble de groupes, soit vous le faites en une fois comme ça, parce que c'est plus rapide et ce sera une action qui ne se répétera pas dans le temps. Donc voilà pour la gestion des groupes. Il peut vous arriver de devoir créer un groupe, même après le lancement de la plateforme, c'est ici, mais ça vous le verrez tout à l'heure. L'intérêt de créer un groupe ici, parce que vous savez, vous pouvez le faire depuis le bouton publier, c'est que vous allez pouvoir choisir directement le fondateur et pas créer un groupe et ensuite changer le fondateur. Mais dans tous les cas, on est sur un formulaire de création très simple et on devra toujours aller paramétrer finement le groupe ensuite. Mais ça, c'est une autre histoire, le paramétrage du groupe. Voilà pour les groupes. Ici, vous avez le gestionnaire de catégories. Donc les catégories, vous avez vu, on peut les ajouter ici. On les crée au moment, c'est du paramétrage initial, donc ça, je ne viens pas dessus. Simplement, ce que vous pouvez faire, c'est aller les gérer, c'est-à-dire les supprimer, en créer des nouvelles ou éventuellement inverser l'ordre de présentation sur la page du flux d'activité. Ou changer le fait qu'elle soit ouverte par défaut ou pas sur la page d'accueil. Voilà, les filtres, ça c'est les filtres des annuaires, de l'annuaire des groupes. Ça aussi, vous allez le voir dans les paramétrages initiaux, on va pouvoir afficher certains champs, notamment dans la recherche, c'est très important. Vraiment, les recherches sur les annuaires, vous pouvez aller paramétrer finement les choses sur les contacts et les groupes. Je vous conseille vraiment de le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça va vraiment faciliter la vie de vos utilisateurs et les orienter dans ce que vous attendez d'eux. Voilà pour la partie groupe. On va regarder la partie contenu. Donc les contenus, ça fonctionne de la même manière, sauf qu'on a beaucoup plus de types de contenus différents. Là où on avait 3 types d'utilisateurs, 3 types de groupes, là, on a autant de types de contenus que ce qu'on a installé comme application sur la plateforme. Et moi, forcément, j'en ai installé beaucoup sur cette plateforme. Donc, chez vous, ce sera forcément moindre. Il y a quand même des choses que vous aurez. Vous aurez des drafts, donc des brouillons. On les montre ici. Vous aurez des fichiers. Donc, les fichiers, c'est tous les fichiers que vous ajoutez directement, glissés, déposés dans les banques documentaires. Vous aurez peut-être des documents. Alors, moi, j'en ai pas créé récemment. Parce que là, vous voyez, par défaut, en fait, on filtre sur les 6 derniers mois. Sinon, ce serait un petit peu long à afficher. Mais si vous voulez, alors, la petite astuce pour aller afficher tout le contenu de la plateforme, c'est que, normalement, vous faites une recherche vide. Non, vous faites une recherche. Vous faites une recherche par type. Voilà, par exemple. Et ensuite, vous repassez à tous. Voilà. Et là, vous avez tous vos contenus sur la plateforme depuis le début. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais ça monte assez vite. Alors, donc les fichiers, vous avez éventuellement des documents qui sont en fait tout ce que vous créez comme depuis le bouton publier. Donc, on a une différence. Le fichier, il est tout seul. Il est tout seul, il est affiché dans sa banque documentaire. Le document, ça peut être un regroupement de fichiers. Voilà la différence. Voilà. Et tous les types de contenus que vous pouvez avoir sur la plateforme. Alors, vous l'aurez compris, ici, donc là, on voit déjà... Alors, la première utilité au quotidien, c'est de voir ce qui a été créé récemment.
donc les 10 derniers contenus qui ont été créés, donc, pour lesquels vous n'êtes pas forcément dans l'audience, donc vous voyez à peu près ce qui se passe. Si vous venez d'installer une nouvelle application sur la plateforme, vous voyez si ça fonctionne ou pas. Vous allez compter le nombre d'enquêtes ou le nombre de tâches qui ont été publiées. Vous voyez les articles ou les questions, éventuellement des questions que vous n'avez pas vu passer et vous allez pouvoir aller vérifier, ou des articles, peu importe, l'audience. Et vous voyez par exemple ici, je vois que c'est Harry qui l'a créé, donc c'est mon utilisateur ici. Et puis, je vois que ça a été publié pour un groupe, mais vous pouvez aussi voir que si c'est publié uniquement pour l'utilisateur, c'est qu'il a oublié de mettre une audience. Il y a peut-être une bonne raison, mais souvent, c'est que l'utilisateur n'a pas compris le système des groupes, et donc du coup, il faut remettre la bonne audience. Ça permet de modérer le contenu pour qu'il soit vu des bonnes personnes. Et puis, vous pouvez, donc là, ici, filtrer par type, je vous l'ai montré. Donc, par exemple... les cartes qui ont été créées. Donc les cartes, ce sont les cartes dans les tableaux. Voilà. Pour compter, encore une fois, on va utiliser la sélection. Et donc là, j'en ai 200. Alors, on n'a pas beaucoup d'actions non plus sur les contenus, parce que forcément, on fait moins d'opérations que sur un utilisateur. On peut les exporter. Et on peut remplacer l'audience, donc comme je vous l'ai montré, mais en masse cette fois-ci. Le filtre qui est très utile aussi, c'est, alors au-delà du type, c'est de voir soit tous les contenus qui ont été créés par un utilisateur, soit à l'inverse, tous les contenus qui sont dans un groupe. Et on peut filtrer sur le type et sur le groupe, et sur l'audience. Donc du coup, vous pouvez avoir des choses assez intéressantes en fonction, là c'est plutôt pour faire des indicateurs métiers spécifiques en fonction de vos usages sur la plateforme. Par exemple, vous voulez savoir quelle est l'activité d'un groupe en particulier dont vous ne faites pas partie. Vous allez pouvoir regarder tous les contenus qui ont été publiés et voir surtout les types de contenus. Est-ce qu'ils publient uniquement des documents? C'est un gros groupe, mais il y a plein de vues, mais il n'y a que des documents. Ou alors, est-ce qu'on a plutôt des contenus plus collaboratifs, type tableau? Voilà, comme ça, vous avez vraiment une vue précise en fonction de vos recherches. Les questions-réponses aussi, si vous êtes sur une plateforme d'entraide, vous pouvez exporter les questions, voir les réponses, et puis faire des stats ensuite plus fines, que nous, on ne propose pas, hein, parce que c'est vraiment des stats particulières. Par exemple, sur le temps qu'il faut pour répondre à une question, en moyenne sur la plateforme. Voilà, tout ça, on le fait sous Excel, parce que... on n'a pas sur les indicateurs. On va aller voir les indicateurs tout à l'heure. Voilà un peu les usages qu'on peut avoir. C'est vraiment à la fois des choses, plutôt un usage de vérification, voilà, je ne sais pas, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai tendance à dire qu'il faut y aller tous les jours sur les plateformes et faire des petites actions quotidiennes, donc juste aller voir ce qui a été publié régulièrement. Plus on est régulier, moins on a de travail en une fois. Et donc, aller voir ce qui a été publié régulièrement, c'est important. Donc, on peut le faire aussi pour les commentaires, d'ailleurs. On peut avoir aussi des actions de modération au quotidien. Par exemple, on va cliquer sur un commentaire, on peut aller le modifier directement. C'est plus simple que si on est dans le groupe, etc. Et puis voilà, les fameuses actions plutôt statistiques pour essayer de comprendre comment fonctionne votre plateforme, avoir des chiffres un peu plus précis et vraiment qui sont liés à votre activité, à votre type d'organisation. Ici, vous pouvez voir également le contenu programmé. Donc voilà, un vieux contenu qui n'était jamais parti, mais bon, c'est pratique, je le laisse parce que du coup, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, parfois, il y a beaucoup de contenu programmé parce que vous avez des plateformes très éditoriales avec des gens qui prévoient 3 mois à l'avance tout ce qui va se passer. Voilà, parfois, ça n'a pas d'objet sur votre plateforme. Et puis ici, vous voyez les fichiers qui sont classés par taille. Si vous trouvez que votre plateforme, tout à coup, a vraiment pris beaucoup de poids, on va voir ça dans les indicateurs, vous pouvez aller regarder un peu ce qui se passe. Alors, pour l'instant, on ne peut pas cliquer dessus, on ne sait pas trop où c'est. C'est encore, ça titre vraiment indicatif.
qu'on a cette vue-là. Mais tout à coup, si vous avez des fichiers qui font le max, donc 172 mégas, et vous en avez plein, vous pouvez comme ça un peu agir aussi sur le type de stockage sur la plateforme. Voilà pour la partie vraiment gestion quotidienne des contenus. Est-ce qu'à ce niveau, est-ce que c'est bon? J'ai pas vu de nouvelles questions. C'est bon pour tout le monde? Alors, je ne sais pas si j'ai perdu des gens en route. Pas vraiment. Non, vous êtes là, toujours? Ok. Très bien. Super, les petits pouces. Hein, ça fait toujours plaisir, les petits pouces qui pop. Ok. Alors, on va passer maintenant... pas de questions? Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on va passer sur les indicateurs. Alors, les indicateurs, on ne va pas les voir tous les jours. C'est bon pour les questions? Ok. Alors, les indicateurs, on ne va pas les voir tous les jours, mais je vais vous montrer ce qu'il est possible d'avoir de base sur Gemspot. Voilà. Alors, il faut quand même savoir, alors il faut que je vous explique quelques petites choses au niveau de la gouvernance peut-être, pour que certaines choses soient plus claires. Alors, première chose, donc quand on publie un contenu sur Gemspot, on va pouvoir le publier en multi-audience, c'est-à-dire que mon article peut être publié pour plusieurs groupes. Ce qui fait que, de toute façon, toutes les stats qu'on va avoir ne seront pas facilement vérifiables. De plus, on va avoir des stats qui vont parfois ne pas prendre en compte des choses qui ont été supprimées, c'est-à-dire que je vois 3 likes sur un article, mais en fait, j'en vois que 2 quand je vais sur l'article. Bah oui, mais entre-temps, il y a un like, vous savez, on peut recliquer sur le pouce et on enlève le like. Parce que voilà, moi parfois je clique, je déclique, etc. pour tester. Ça apparaît comme des clics parce qu'on ne peut pas prendre en compte, on prend en compte l'action et pas le compte en temps réel. Voilà, sachant qu'en plus, on ne calcule pas exactement en temps réel parce que sinon ce serait trop lourd. Alors bon, ça, ce sont des stats d'une plateforme qui ne fonctionne pas, qui n'est pas une plateforme, une vraie plateforme. Donc voilà, désolé pour les zéros. Hein. Alors, je me connecte que sur ordinateur avec cette plateforme. Alors ici, déjà premier donut. Là, ce sont des stats qui sont des chiffres absolus, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des dates. Tout ce qui est en dessous, tout ce qui est indicateur sur la période, par contre, va prendre en compte la période. Mais ici, on est sur un total global de nombre de types de contenus. Alors celui-là, en plus, comme j'ai beaucoup de types de contenus, c'est assez difficile à lire. Les utilisateurs, et puis ici, alors ici, normalement, on a les groupes, mais on a en ce moment, c'est vrai qu'on a un petit bug, donc du coup, normalement, on voit les groupes. Ce n'est pas les indicateurs les plus intéressants, de toute façon, sur cette page, parce qu'on les a déjà par ailleurs. Simplement, ce qui est intéressant, par contre, ce que vous pouvez voir, c'est le nombre de photos de profil, mais vous pouvez aussi, en fait, le voir dans l'annuaire dans votre liste de contacts dans l'administration. Donc ça, c'est même pas très utile. Non, ce qui est utile, c'est le nombre de profils complets. Alors, le profil complet, peut-être que je peux vous montrer de quoi il s'agit rapidement. Si je retourne dans l'administration, dans, cette fois-ci, les paramétrages, parce que ça, vous n'aurez peut-être pas le temps de le voir. Vous voyez, on a compté dans l'avancement des premières étapes. Je vous passe tout le reste, mais simplement, ça veut dire qu'on va calculer le taux de complétion du profil d'un utilisateur. Il est considéré complet quand tout a été coché à ce niveau-là. Donc, ce qui est vraiment important, vous mettez ce qui est vraiment important pour vous. Éventuellement, vous pouvez tout décocher et ne mettre que, je ne sais pas, alors on ne peut pas le mettre sur les mots-clés encore, mais que ce que vous allez demander aux utilisateurs. Par exemple, parlez-nous de vous. Si vous voulez juste voir si vos utilisateurs l'ont rempli, vous décochez tout le reste et votre taux de complétion de profil se calculera uniquement sur ce champ-là. Ça peut être un bon usage pour cette fonctionnalité. Voilà, donc ça, profil complet, c'est ça. Ensuite, alors ce qui est le plus intéressant et ce qu'on analyse en fait quand on fait des points clients, ce sont toutes ces stats qui sont là, notamment sur les utilisateurs connectés. Donc, on va peut-être revenir, vous voyez là, vous avez
voilà, on va venir sur l'année écoulée. Bon, moi, ça va vite. Vous, comme vous aurez plus de contenu, il faut attendre un petit peu, vous inquiétez pas, pour le calcul des indicateurs. Alors, déjà, on a le taux de connexion sur l'année. Après, il faut pas, les chiffres peuvent être plus ou moins hauts. Tout dépend de, encore une fois, de votre organisation. Et puis du type de plateforme. Est-ce que vous êtes en extranet ou en intranet? Donc, est-ce que vous êtes plutôt une association avec des externes ou plutôt juste de l'interne? Est-ce que vous avez, avec votre SI, vous avez pu ouvrir la plateforme tout de suite c'est la première page du navigateur ou pas? Ça va beaucoup influer sur ce taux de connexion. Et donc, du coup, ce qu'on vous propose, c'est qu'on a un article sur le blog qui donne en fait d'ailleurs, on l'a aussi dans la FAQ, qui donne des moyennes en fait qu'on calcule régulièrement sur nos clients pour vous donner un peu une échelle sur laquelle vous pouvez vous situer. Et c'est ce qu'on fait aussi, ce qu'on vous apporte en point client. On vous donne, on vous dit si c'est bien ou si c'est pas bien. Enfin, bon, on vous donne en tout cas un référentiel qui permet de dire ah ben, j'ai 20% de taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est la moyenne, par exemple, entre les actions sociales, le taux d'action sociale et de commentaires. 20%, est-ce que c'est bien ou pas? Bah, ça dépend. Ça dépend de la périodicité, ça dépend de votre type de plateforme, du nombre d'utilisateurs aussi. C'est plus difficile d'amener un gros réseau à faire, voilà, à avoir, par exemple, à liker, à commenter. Ça dépend de, voilà, encore une fois, on a pas mal de facteurs, donc c'est aussi pour ça qu'on en discute en réunion, enfin en point client, c'est que chaque situation est un peu particulière. Mais ceci dit, les chiffres vous donnent déjà une indication. Donc ça, c'est important. Donc le taux de connexion, et ensuite, alors on a des objectifs aussi différents en fonction du type de plateforme, mais soit on attend que nos utilisateurs lisent des articles. Donc là, Kautar, je pense que le taux de lecture déjà est intéressant. Le taux de lecture, c'est pas juste je l'ai vu sur mon flux. Le taux de lecture, c'est j'ai cliqué sur l'article, donc je suis allée sur la page de l'article. Ensuite, on a le taux de publication. Donc ça, c'est tous les utilisateurs qui ont publié un article. Ils sont allés, voilà, un article, c'est ça, c'est tout ce qui est dans le bouton publier. Alors ça, tout dépend des types de plateformes. Par exemple, une plateforme qui a pour objectif d'avoir uniquement de l'entraide des questions-réponses, en général, si elle fonctionne bien, on a un taux de publication d'articles qui est plutôt élevé. Une plateforme qui est plutôt dédiée à de la com interne descendante, avec en plus une gouvernance un peu restrictive, par exemple, les utilisateurs ne peuvent publier que dans 1 ou 2 groupes, on risque d'avoir un taux de publication moindre. Et c'est pas grave parce que c'est pas l'objectif. Si votre objectif, c'est plutôt d'avoir des gens qui vont lire et éventuellement liker, il faut plutôt regarder le taux d'action sociale. Action sociale, donc c'est le j'aime. Et je vous rappelle qu'il y a d'autres types d'actions sociales sur Jamspot, notamment je valide, j'approuve, et puis éventuellement des actions sociales personnalisées. Sur écosystème, vous voyez, on a le utile pour mon business. Voilà, et puis le taux de commentaires, de la même manière, on va le regarder en fonction de ses usages. Est-ce qu'on est sur l'entraide? Donc dans ce cas, on a un taux de commentaires qui doit être élevé parce qu'on doit avoir des réponses. Est-ce qu'on est sur de la gestion de projet? Enfin, en tout cas, on a un usage gestion de projet important là aussi. Mais encore une fois, selon si on fait de la veille collaborative, de la communication descendante, on n'a pas forcément beaucoup de commentaires et c'est pas forcément très grave. Voilà pour ces stats qui sont vraiment essentiels. Après, voilà, là ce que je voulais vous montrer, c'est les téléchargements. Donc les téléchargements, il s'agit de tous les affichages de fichiers. C'est-à-dire soit je télécharge mon PDF, soit je vais juste l'afficher, pareil quand on a des albums photos, etc. Donc là, voilà. Bon, moi, c'est surtout des images, parce que j'ai beaucoup joué avec des images récemment, parce que j'ai fait beaucoup d'intranet, mais on peut quand même avoir une idée de ce qui est téléchargé. Et puis, le téléchargement par utilisateur, donc là, ça va vous intéresser, Kautar. Donc là, vous pouvez aller voir les utilisateurs qui téléchargent des contenus.
Et puis ici, on peut aller télécharger la liste. Donc, c'est une liste qui va arriver au format CSV. Donc, le format CSV, c'est lisible via... Enfin, on peut le lire avec Excel, mais il faut vraiment être fin sur les réglages. Sinon, vous pouvez lire très bien avec OpenOffice. En jouant avec... en plus, il y a une prévisualisation, ça marche bien. En jouant avec les séparateurs, c'est un séparateur virgule. Vous avez une vision. Et puis après, si vous voulez retourner sur Excel, il suffit de faire un copier-coller et puis ça fonctionne bien. Donc voilà pour les téléchargements. Vous avez la même chose pour les actions sociales, les groupes, les articles, etc. Sur les lectures d'articles, ah oui, il faudrait que je vous dise quelque chose aussi. C'est que même les actions sociales, essayez pas d'additionner les choses, encore une fois, parce que on les compte, mais après, on peut avoir des actions qui sont décochées. Donc, on n'arrive jamais à un chiffre rond. Et en plus, comme on a de la multipublication, du coup, on a parfois, ça c'est plutôt dans les stades du groupe, mais c'est bon de le savoir, dans les stades du groupe, parfois on voit, ou de son article, on voit qu'il y a un utilisateur qui ne fait pas partie du groupe qui a vu l'article. Ben oui, parce que souvent, ces articles sont multipubliés. Et la dernière chose que je voulais vous montrer là-dessus, c'est la facturation. Donc, la partie facturation, c'est là que vous allez voir l'évolution de votre nombre d'utilisateurs, mais aussi tout ce qui est poids du stockage sur la plateforme. Vous voyez, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, les fichiers, là où on recense tous les fichiers qui sont un peu lourds, en tout cas on peut les voir. Là, vous voyez, si tout à coup vous avez un pic, vous pouvez aller voir ce qui s'est passé sur les fichiers qui ont été importés. Voilà pour les indicateurs. Après, encore une fois, on est sur des indicateurs globaux. Tout ce qui est indicateur métier, moi je vous conseille vraiment de faire ce que je vous ai montré, déjà de vous donner si vous ne les avez pas fait en projet, de bien y réfléchir en fonction de vos objectifs, et puis d'aller regarder plutôt sur les types de contenus qui sont importants pour vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Alors, comme il nous reste 10 minutes, je vais quand même vous montrer encore des petites choses. Toujours sur le thème gestion au quotidien. On va retourner sur l'administration. Et je vais juste vous montrer la question des mails. Alors, donc là, on est sur l'application plateforme. Donc, ici, on a les infos générales. Ça, c'est du paramétrage. Et tout en bas, on a les mails. Voilà. Donc, première chose, vous pouvez voir ici les stats des mails qui ont été envoyés, ceux qui sont en cours d'envoi. Normalement, il est toujours à 0. Et puis, on a les mails en erreur. Ça, c'est plutôt des erreurs de syntaxe. Ici, vous pouvez choisir, vous savez si vous envoyez ou pas les mails. Et surtout, vérifier si vos envois de mails sont sous forme de teaser, juste le début des articles, et puis ensuite les utilisateurs doivent cliquer pour aller lire la suite sur la plateforme. Dans ce cas, ils arrivent sur le contenu, et là, ça compte pour une lecture. Ou alors, si on met le contenu directement dans le mail, parce qu'on considère que on ne leur demande pas d'aller sur la plateforme, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'ils aient l'information. Donc voilà, ça, ce sont des petits réglages. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous avez... parce qu'en fait, parfois, on a des utilisateurs qui ne reçoivent pas le mail de réinitialisation de mot de passe, le mail d'inscription, ou éventuellement qui ne reçoivent pas certaines synthèses, ou en tout cas, il faut éclaircir des choses, et ça peut arriver d'être obligé de remonter les choses au support. Alors, si vous voulez vous épargner la remontée au support aussi, on peut aller voir sur les mails envoyés déjà. Sur les mails envoyés, on va pouvoir faire une recherche et aller voir soit par destinataire. Souvent, quand ils disent qu'ils n'ont pas reçu le mail de réinitialisation de mot de passe, on peut aller voir par destinataire ce qu'il a reçu comme mail. Et puis éventuellement par sujet, si c'est sur une publication précise ou sur une synthèse.
Donc, quand vous avez déjà à avoir ces informations-là, c'est très précieux déjà pour vous, parce que parfois vous vous dites « Ah bah oui, le mail est bien parti, ça doit être dans ses spams », ou alors vous dites « Ah bah non, le mail n'est pas parti, il aurait dû partir, je remonte au support ». Donc déjà, ça vous permet déjà d'être plus efficace quand vous rencontrez un souci. Et puis après, ça vous permet de voir un peu aussi l'activité qu'il y a sur la plateforme. Allez voir régulièrement les mails en erreur. Donc là, j'en ai pas parce que les mails restent, je pense qu'on a une rétention de 12 mois, je pense, sur les mails. Donc moi, je n'en vois pas beaucoup. C'est une plateforme de test, je les coupe en général. Mais comme ça, vous voyez si voilà, il y a un point-virgule à la place du point dans le .com ou des choses comme ça dans l'extension du mail. Vous pouvez le voir assez rapidement. Et puis ici, je vous montre rapidement, vous avez tous vos mails d'inscription voilà, qui sont disponibles. Donc, quand vous allez choisir un mail, vous pouvez voir à quoi il ressemble ici et le modifier éventuellement. Bon, bah celui-là, il est vide, très bien. Parce que ben, il peut arriver qu'on en crée des nouveaux en cours d'usage. Ok, je suis très... Alors, on va regarder le par défaut. Voilà, par défaut, il est rempli. Vous voyez, ça ressemble à ça. Et vous pouvez le modifier et vous enregistrer, bien sûr. Et voilà, vous avez toujours des choses à jour. Écoutez, je pense que j'ai parlé vite parce qu'il nous reste quelques minutes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Bon. Quelqu'un qui est en train de taper une question. Non. Du coup, alors ça aurait été plus pratique si j'avais pu vous faire parler vraiment. C'est toujours un peu frustrant d'avoir du silence en face. Mais voilà. Ah, comment programmer un article? Ok. Alors, on va faire les deux. Donc, programmer un article. Donc, je publie mon article. Voilà. Test, test. Et en fait, ici, vous voyez, j'ai plusieurs options. Publier en bleu. Ou alors, je peux avoir programmer. Donc là, je programme voilà, mon article pour 11h53. OK. Ici, j'ai un lien qui me permet en fait de éventuellement quand même avoir en avance le lien de mon article. Et puis, c'est tout en fait. Après, je publie la programmation. Et donc, je peux éventuellement créer une vidéo pour ajouter à mon article, mais je publie la programmation. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je retrouve mes contenus programmés ici. Voilà, mon test. Voilà, et puis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on devrait le retrouver dans les contenus programmés qui se trouvent ici. Voilà, donc il est programmé pour 11h et il a été créé à 10h. Voilà pour la programmation de contenu. Alors, ensuite, oui, créer des questionnaires. Alors, on a une application qui s'appelle Enquête. Elle est où mon enquête? Voilà, elle est là. Et donc, c'est une super application qui permet en fait de créer des questionnaires conditionnels. Donc, on a des sections. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais en gros, là, j'ai le titre de la section, donc je vais l'appeler première section. Je vais pouvoir créer différents types de questions. Donc, on a un peu tout ce qu'on peut imaginer. Évaluation, case à cocher, des images, des grilles même. Alors, les grilles, j'ai découvert les grilles quand on a développé cette application. Voilà, donc, première section. J'ai une deuxième section. On va lui donner un... Mince. On va aller sur la deuxième section. On va l'appeler section 2. Voilà. Et puis, de ma première section, je peux créer une condition et
Voilà, et je peux aller d'une section à l'autre. Voilà, je peux aller si je dis oui, je vais sur la section 2, par exemple. Voilà. Et c'est très sympa parce qu'on peut faire un mode prévisualisation. Donc oui, hop. Voilà, et puis on arrive à la deuxième question. Donc ça veut dire qu'on peut tester avant. Et on a voilà, pas mal d'options. Donc on peut faire des enquêtes très, très riches. La particularité, c'est que les brouillons se trouvent ici, en colonne de gauche, et non pas dans ces brouillons ici. Voilà, c'est la seule particularité. J'attire votre attention là-dessus. Voilà, et Nathalie, et ben du coup, il va falloir regarder ça au support, parce que là, je ne sais pas pourquoi des profils archivés se seraient connectés ces 30 derniers jours. C'est assez bizarre, sauf s'ils ont été archivés vraiment récemment, je ne sais pas. Alors, comment on accède à cette appli enquête? Alors, si elle n'est pas, c'est une option sur la plateforme, donc si elle n'est pas activée, vous pouvez la tester pendant 30 jours. C'est plutôt pas mal, en 30 jours, on a le temps de faire pas mal de tests, et puis si elle vous convient, vous pouvez la commander. En plus, c'est très simple à installer. Vous allez dans vos applications, gestionnaire d'applications, on peut aussi y accéder via l'administration, et vous allez installer les applications que vous souhaitez. Et vous, encore une fois, vous avez 30 jours pour les tester. Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez appeler votre commercial pour lui demander un petit délai. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, super. J'adore quand ça pop. Ok, bah écoutez, si c'est bon, on va se quitter là. J'espère que vous allez suivre la deuxième formation Admin 2, parce que là, vous allez rentrer dans les paramétrages. Et voilà, c'est autre chose. Mais vous pouvez aussi avoir, parce que ce n'est pas seulement au début de projet qu'on paramètre, on peut aussi paramétrer en cours. Voilà, encore une fois, le but, c'est de développer les usages. Donc, on peut toujours adapter. Du coup, Nathalie, on se retrouve au support pour regarder cette histoire d'utilisateur fantôme. Et puis, je vous souhaite à tous un bon vendredi. À bientôt.